Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. BFM Business, 16h12, bonjour Régis Yankovici, vous arrivez sur ce plateau au moment où le CAC 40 s'enfonce dans le rouge, moins 0,7% maintenant à 4938 points pour l'indice vedette de la Bourse de Paris. Régis Yankovici, vous êtes le fondateur et dirigeant de Luxavi, un spécialiste de l'allocation d'actifs en ETF. Après les hausses récentes des indices américains, est-ce qu'il y a encore une corrélation, d'après vous, entre l'économie réelle, celle qui est en train de digérer la crise sanitaire que nous sommes en train de traverser, et les marchés financiers? C'est la question que tout le monde se pose depuis 3-4 mois. Effectivement, alors, corrélation, oui, certainement. Causalité, c'est moins sûr. Une petite histoire, on est au mois d'août tranquillement, pour bien expliquer la différence entre une corrélation et une causalité. Est-ce que vous savez qu'il y a une corrélation à l'école primaire entre la pointure des élèves et le niveau en mathématiques? Absolument pas, vous me l'apprenez. Mais oui, plus les pieds sont grands, meilleur est le niveau en mathématiques. Voilà, il n'y a aucune causalité, mais il y a une corrélation, parce qu'évidemment, plus on a de grands pieds, plus on est grand, et on n'est pas au CP, on est en CM2. D'accord. Voilà, donc corrélation, pas causalité. D'accord. Et en réalité, pour expliquer les marchés financiers, il faut aller au-delà de l'économie. On ne peut pas avoir un lien direct entre l'économie et les marchés financiers. Je vais vous donner un exemple. Le Japon, dans les années 80, souvenez-vous, l'âge d'or des marchés japonais, j'ai noté, entre 84 et 90, le Nikkei gagne 300%. Est-ce qu'il y a eu une accélération de l'économie entre-temps? Pas du tout. La croissance était entre 4 et 5%. Quelques années plus tard, 93-2003, pendant 10 ans, le marché perd 60%. Est-ce qu'il y a une baisse de la croissance? Dans ces années-là, pas du tout. Elle est stable, autour de 1,5%. Alors, entre-temps, il y a eu une dynamique de croissance qui n'était plus la même. Mais tout ça pour expliquer qu'effectivement, les inputs qui expliquent les marchés ne se limitent pas à l'économie. Il faut évidemment regarder le niveau de valorisation de départ. Il faut évidemment regarder la politique des banques centrales, les injections de liquidités. Et en ce moment, on a l'impression que il n'y a plus beaucoup de liens parce qu'en plus, les banques centrales ont moins d'impact sur l'économie réelle. Alors, les banques centrales ont moins d'impact sur l'économie réelle, mais beaucoup sur les marchés financiers. Parce qu'on a vraiment l'impression que les marchés financiers, justement, sont sous perfusion des politiques monétaires. Les politiques gouvernementales, elles, est-ce qu'elles sont à la mesure? Est-ce qu'elles sont là pour satisfaire les marchés financiers, ou est-ce qu'elles sont là pour relever les économies réelles cette fois? Non, les économies budgétaires, les politiques budgétaires sont là effectivement pour relancer l'économie réelle, parce qu'elles n'ont pas un souci des marchés financiers, elles ont un souci du niveau de chômage avant tout, et donc elles cherchent à relancer l'économie réelle, mais avec un impact sur les marchés financiers. Voilà, bien évidemment. Parce qu'il y a quand même des inquiétudes dans les marchés financiers, des gérants de portefeuille concernant le manque de plans de relance aux États-Unis, par exemple. C'est vrai qu'on commence à s'inquiéter. Alors, je pense qu'on finira par l'avoir, parce qu'il y a une échéance électorale qui forcément verra un plan de relance dans les prochaines semaines. Ils finiront par se mettre d'accord. Mais je suis d'accord que l'inquiétude est réelle, parce que les marchés les investisseurs ont acheté des actions ces derniers mois avec l'espoir d'un plan de relance, et que s'il ne venait pas, ça pourrait commencer à faire tanguer un petit peu les marchés, et je pense que les marchés aujourd'hui, on va peut-être parler des allocations après, mais me paraissent assez mûrs pour corriger. Alors, mûr pour corriger, c'est-à-dire que aujourd'hui, là, par exemple, le S&P 500, le Nasdaq touchent des nouveaux records en séance. Ça veut dire qu'il y a une marge pour une correction à venir dans les semaines, dans les mois qui viennent? Alors, si vous voulez, l'histoire que nous racontent les marchés, qui est de dire, je ne regarde pas le trou d'air économique, mais je regarde devant avec la reprise, le vaccin, etc., etc. C'est quelque chose qui ne va pas pouvoir porter indéfiniment les marchés. Il y a un moment où l'histoire que nous racontent les marchés va évoluer. Soit elle se vérifie, soit... Alors, pour se vérifier, je crains que ça prenne un peu de temps, parce que, alors je suis pas spécialiste, mais un vaccin, il y a peu de chances pour qu'il apparaisse cette année, c'est plutôt l'année prochaine. Donc, entre-temps, pour
que les investisseurs tendent la main jusqu'au moment où tout ça se réalise, ça me paraît un petit peu long. Et entre-temps, il y a des élections américaines, il y a quand même une économie qui s'essouffle. On voit par exemple l'indice des surprises économiques qui ne progresse plus. Ça veut dire que les publications ne sont plus largement supérieures à ce qui était anticipé. On voit également, c'est très important, des investisseurs qui sont optimistes maintenant, malgré la situation. Alors, je ne parle pas des investisseurs français qui sont toujours pessimistes, mais par les investisseurs particuliers, hein, pas professionnels. Mais les investisseurs globalement mondiaux sont maintenant très optimistes sur la situation des marchés. Et je trouve que c'est un bon moment pour leur dire « Ok, vous êtes optimistes, prenez mes actions, je m'en débarrasse ». Donc, aujourd'hui, me paraît être, et on a changé nos allocations en ce sens, là, cette semaine, réduire la part action. Pourquoi vous avez réduit la part action? Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire ce mouvement-là? Il y a différentes raisons. La première, c'est que on a un S&P 500 qui est revenu exactement sur ses plus hauts d'avant-crise. Il est relativement rare, pas très rare, mais relativement rare, que le marché continue en ligne droite sans corriger aux alentours des plus hauts passés. Et quand ça arrive, quasiment systématiquement, on revient voir, non pas les plus hauts, mais il y a une vraie correction. On a pris l'exemple de 1987 où on a une dynamique de chute un peu identique. Bon, ça a été un petit peu plus long pour retrouver les plus hauts. Mais pendant 1 an et demi, c'est-à-dire entre 89 et mi-90, on a des marchés qui ont oscillé autour des plus hauts d'avant octobre 87. Et on peut estimer, il y a d'autres exemples, que le cas ici sera pareil. Pour les élections américaines, on a actuellement la Convention démocrate. Moi, j'ai la crainte que, le vice-président est plutôt quelqu'un de démocrate centre. Oui. Ce n'est pas un affreux gauchiste. Non, là, vous ne lisez pas dans mes pensées. Je n'ai rien dit en ce sens. Mais effectivement, il va falloir donner des gages à l'aile gauche du parti, et ça pourrait être fait dès cette convention, parce que le but d'une convention, c'est de réunir l'ensemble du parti. Alors, du coup, quand vous regardez le CAC 40, on va revenir sur le marché français, à 4940 points aujourd'hui, vous vous dites qu'il faut mettre moins d'actions en portefeuille, mais au profit de quoi? Vous mettez de l'obligation, vous mettez de la liquidité, vous gardez de la liquidité? Alors c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que la classe obligataire soit attractive, donc c'est pas ce qu'on va acheter. Sur les métaux précieux qu'on a beaucoup aimé, on a plutôt eu tendance à alléger des positions, mais qui étaient très importantes, bien au-delà de ce qu'on conseille dans les livres d'école, dans un portefeuille diversifié. Donc tout simplement en cash. Parce que c'est un mouvement quand même éminemment tactique qui a vocation à être réinvesti dans les mois à venir, probablement avant la fin de l'année, mais à des niveaux inférieurs au niveau actuel. Alors le portefeuille idéal chez Luxavie aujourd'hui, en pourcentage et en pourcentage d'allocation d'actifs, c'est quoi? C'est combien d'actions? Si on sait, alors on va dire un portefeuille d'un risque à peu près médian plus. Si on s'était vu il y a un mois à peu près, je vous aurais dit grosso modo 3 tiers, 1 tiers action, 1 tiers oblige, 1 tiers métaux précieux, et dans les métaux précieux, je mets des mines d'or qui sont évidemment considérées comme des actions, mais qui ont quand même une corrélation à l'or très importante. Donc ça c'était il y a un mois. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a à peu près 15% de cash qui est prise. Une partie sur les actions, les 2 tiers des 15%, donc à peu près 10% sur les actions, et 5% pris sur les métaux précieux. D'accord, donc 15% de cash qu'on va garder comme ça pour profiter des opportunités qui pourraient se présenter, et qu'on va allouer soit à des actions, soit à des obligations, soit à des métaux. Non, sans doute. Non. Alors ça va dépendre évidemment des corrections à venir. Sans doute des actions, sans doute sur les pays émergents. Moi, je crois qu'il faut profiter de la faiblesse des actions d'Amérique latine, parce que on a quand même des pays qui sont très impactés par le Covid, que le Covid aura une fin. Voilà, parce qu'il y aura un vaccin. Et comme j'investis pas à 3 mois, mais j'investis à 3-5 ans, alors acheter aujourd'hui quelque chose dont je sais qu'il y aura un vaccin au premier semestre 2021, c'est quand même relativement confortable, parce que les valorisations sont pas chères. C'est des pays où il y a quand même beaucoup de cyclicité, c'est très lié à l'économie mondiale et aux matières premières, et donc on aime bien. Côté action, vous privilégiez quel secteur? Alors on va mettre de la cyclicité.
on va mettre de la cyclicité. Donc par exemple, j'ai dit donc cette zone géographique de l'Amérique latine, on n'a pas forcément, on a déjà, en fait, depuis un certain temps, des valeurs pétrolières qui a une fortune un peu décevante. On maintient malgré tout cette position. Donc l'axe aujourd'hui, il est moins thématique que géographique aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que comme on s'attend à une reprise de la volatilité, parce que aujourd'hui on a l'impression que le marché est totalement anesthésié, insensible aux dégradations des relations américaines chinoises, insensible à une reprise de l'inflation. On a eu des chiffres quand même inflationnistes la semaine dernière. Donc comme les investisseurs de manière générale ont dans le sang l'idée que les marchés sont efficients, c'est-à-dire que chaque nouvelle est intégrée instantanément par les marchés, ils se disent c'est bon. Si le marché a intégré ces nouvelles-là, c'est qu'il n'y a pas de problème. Je ne suis pas certain que vraiment les marchés marchent comme ça. Donc on pourrait très bien avoir à la rentrée ou même fin août sur, je ne sais pas moi, une tension en mer de Chine, une hausse de la volatilité des marchés. Alors, il se dit, il y a une petite musique qu'on commence à entendre de façon un peu persistante, que le Covid, le coronavirus, a accéléré une tendance à aller vers une nouvelle économie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on est en train de créer les conditions d'une économie qui change un petit peu tout? Et je pense à ça parce que l'une des grosses informations de la journée, c'est quand même que Tesla est devenue la 10e capitalisation boursière aux États-Unis, que Elon Musk est la 4e fortune mondiale avec 85 milliards de dollars en poche. Tout ça en une seule journée, sans coup férir. Il a touché 8 milliards de plus. Or, cette valeur, cette Tesla, cette entreprise, c'est pas vraiment un constructeur automobile, ce n'est pas que de l'espace, c'est une nouvelle façon d'envisager l'économie. Il est clair que la numérisation qui était à l'œuvre depuis de nombreuses années va s'accélérer avec le Covid. Maintenant, des innovations, des nouvelles technologies, il y en a eu de tout temps. Les règles... Depuis l'invention de la locomotive à vapeur. Et voilà, exactement. Non, mais j'étais prêt à remonter jusque-là, donc je vous suis dans votre exemple. En revanche, les règles du marché restent les mêmes. C'est-à-dire qu'on a des investisseurs qui sont enthousiastes pour une nouvelle technologie, pour une nouvelle valeur, pour quelque chose à la mode, qui vont gonfler les valorisations au-delà du raisonnable. Parce que pour vous, Tesla, c'est à la mode? Bien sûr. C'est-à-dire que la valorisation de Tesla peut être difficilement justifiée par quand on regarde le compte de résultat. Alors, je parle avec grande prudence, parce que vous l'avez dit, on est plutôt spécialiste d'allocation d'actifs et pas de stock picking, mais effectivement, ça paraît tout à fait déraisonnable. Est-ce qu'il y a des économies aujourd'hui qui vous paraissent beaucoup plus solides que d'autres? On a d'une manière générale une préférence pour appréhender les marchés d'une manière contrariante. C'est-à-dire qu'on va regarder des actifs qui sont plutôt délaissés par les investisseurs, qui n'ont pas forcément des fondamentaux de qualité extraordinaire à l'instant où on les regarde, mais sur lesquels on va attendre une normalisation des valorisations. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'attendre, comme je le disais, de très bonnes nouvelles, juste de se dire que ça va se normaliser. Acheter des actifs à la mode, c'est un autre style de gestion dont on est moins friand, disons, et dans lequel il faut savoir, monter dans un train qui roule à 200 km/h pour descendre à 300 avant qu'il rentre dans le mur. Voilà. Moi, je note un petit mouvement sur l'euro-dollar. Ouais. 1,1932, on est quand même à des plus hauts en 2 ans. Ça dit quoi sur le différentiel du potentiel de croissance aux États-Unis par rapport à l'Europe? Alors je pense qu'il est encore un peu tôt pour tirer cette conclusion que la hausse du dollar s'explique par un différentiel de croissance entre les deux zones. D'abord, il y a plusieurs explications. La première, c'est qu'effectivement, on a un resserrement des taux à 10 ans entre les États-Unis, l'Allemagne qui est restée globalement autour de moins 0,50, moins 0,40 depuis de nombreux mois, et les taux à 10 ans américains. Et ce phénomène-là, il s'est accéléré en 2020, et quelque part, on a tiré un ressort qui devait pousser l'euro vers le haut. Ensuite, on a eu une décision qui est importante, c'est une forme de mutualisation des dettes, il y a quelques semaines ou quelques mois, qui donne
plus de crédibilité à la zone euro et qui permet aux investisseurs mondiaux de se dire finalement la zone euro va pas éclater tout de suite. Elle va pas éclater, elle va même plutôt se renforcer, non? Oui, c'est ça, mais comme il y a un discours toujours très négatif sur la zone, j'emploie cette tournure-là. Ensuite, il y a une guerre un peu géopolitique avec la Chine, avec la Russie, des tensions. On a pu constater il y a sur les publications récentes que la Russie n'avait aujourd'hui quasiment plus de treasuries. Donc ça fait quand même une pression à la baisse sur le dollar. Il n'est pas exclu que la Chine aussi se déleste un petit peu de ses treasuries. Donc c'est, je le disais, presque autant, peut-être plus, une faiblesse du dollar qu'une vigueur de l'euro. Et d'ailleurs, cette vigueur de l'euro, on ne la constate pas réellement contre des devises comme le dollar canadien ou le dollar australien. Merci beaucoup Régis Yankovici, fondateur, dirigeant de Luxavis, spécialiste de la location d'actifs en ETF.